la Tribune a beaucoup changé depuis son rachat en début 2012, en février 2012 par Jean-Christophe Tortora. La Tribune avant, c'était un quotidien économique papier, et depuis février 2012, c'est un quotidien numérique avec un hebdomadaire papier que vous pouvez trouver ici. Mais essentiellement, donc, un média numérique. Quand Jean-Christophe Tortora a racheté le média en faisant ce choix, tout le monde lui a dit « c'est mort, vous n'y arriverez pas, personne ne l'a encore fait, on sait que la Tribune va disparaître, la Tribune est déjà morte ». Et il a montré qu'on pouvait le faire, on pouvait gonfler les audiences sur le web avec du travail, avec une équipe réduite, qu'on pouvait également trouver un nouveau modèle économique avec du hors-média. Donc le hors-média, qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup d'événementiel, de l'événementiel intelligent. Et on est très présent aussi depuis cet été dans la communauté qui est la nôtre, qui nous ressemble, celle des entrepreneurs et celle du monde numérique. Donc il nous semblait tout à fait naturel d'être à tes côtés aujourd'hui pour la conférence Blaine. Eh bien, super. Et puis, du coup, tu vas traiter d'un sujet qui t'est cher à la Tribune, parce que c'est un média qui se réinvente et qui s'est réinventé, qui se réinventera sans doute encore. Et puis, tu vas avoir sur le panel 3 représentants de différents types de médias qui ont tendance à converger, à se faire parfois un peu la guerre, à se regarder bizarrement pour mieux se comprendre. Je vais te laisser accueillir tes participants à la table ronde. Et Merci. Puis, bonne table ronde. Merci beaucoup. Donc, j'appelle tout d'abord Valérie Gerfaud, le directeur général de M6 Web et membre du comité exécutif du groupe M6. Bonjour Valérie. Prenez place. Alexandre Malch, ensuite le cofondateur et DG de Melty Group. Bonjour Alexandre. Installez-vous. Et Éric Dupin, le fondateur du blog Presse Citron, qui a plein de choses à nous annoncer aujourd'hui. Bonjour Éric. Alors messieurs, merci d'être avec nous. Peut-être pour commencer, une rapide présentation, quelques chiffres sur chacun de vos médias. Donc M6 Web, un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2012, c'est 8% du chiffre d'affaires du groupe, sachant que l'activité web elle-même représente seulement une partie de ces 100 millions. Oui, comme on ne communique pas directement sur le détail, mais l'activité strictement digitale, les sites internet, les applis, etc., ça représente quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui fait d'M6 Web probablement un des gros acteurs franco-français, parce qu'on a un inconvénient, c'est qu'on travaille essentiellement sur des contenus français, que ce soit lié à l'antenne ou nos activités de pure player, et donc on est locaux, et donc on n'a pas encore en plus des paiements internationaux. Donc quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires sur le digital en France, c'est pas si mal. C'est pas si mal, 11 millions de visiteurs uniques chaque mois. Oui, alors moi je vais parler en visite, parce qu'après il va... Donc 50 millions de visites chaque mois. Oui, 11 millions de visiteurs uniques, ce qui est effectivement un chiffre assez sympathique aussi. Et 180 salariés, dont une bonne partie sont installés ici à Lyon. Absolument. On est actuellement, on vient d'emménager dans un bâtiment magnifique qui est celui de la Sucrière. Avec toutes les équipes lyonnaises, on a à peu près 60 collaborateurs, et puis au total une centaine de personnes qui travaillent là-bas, beaucoup d'équipes techniques. Et puis moi je suis un peu lyonnais de cœur. On vient de s'apercevoir avec Alexandre qu'on avait fait nos études dans le même lycée, dans le 5e arrondissement de Lyon, donc voilà, ça crée des liens. Effectivement. Alors justement, Alexandre, donc vous connaissez bien Lyon, vous aussi. Ouais. Francheville-Lois, je suis né à Francheville, moi. C'est très cool. Alors, Melty, un média beaucoup plus récent que le groupe M6, fondé en 2008, mais qui affiche déjà des performances similaires, 13 millions de visiteurs uniques. Si on agrège aussi Fan 2. Nous, on peut être précis parce que les mesures d'audience de médiamétrie dépendent du vent, de la marée et des vagues. Donc si on prend OJD, qui est une référence qui mesure la presse en ligne, on a, en additionnant la ligne Melty et la ligne Fan 2, qui sont donc les sites du groupe Melty Group, on a entre 13 et 15 millions de visiteurs par mois. Et si on y rajoute un site qui s'appelle What TV, qui est un site de TF1, on a créé une alliance qui permet du coup à Melty d'éditer, un deal éditorial, technologique et commercial avec ce site, ça nous permet de toucher 27 millions de personnes. Donc c'est cool. Voilà. Avec 69 salariés. 70 depuis hier. Ah, félicitations. Merci. Alors, vous aussi, vous recrutez, Éric Dupin?
Oui, alors aussi, moi, vous je suis avez un un peu, salarié oui, moi, je suis un maintenant. peu le franc-tireur de l'équipe, là, parce que ça n'a rien à voir en termes de chiffres. Jusqu'à présent, on parlait de 69 salariés ou de combien Valérie, 180 salariés. 180. Voilà. Donc Presse Citron, c'est 0 salarié. C'est un gérant qui se paye quand il peut. Et effectivement, j'embauche une personne qui a commencé aujourd'hui. Donc c'est la première. Et puis bon, évidemment, il y a une équipe autour, mais ce sont principalement des pigistes ou des consultants qui travaillent avec moi. Et on va grandir de cette façon pour atteindre à peu près 5 personnes d'ici la fin de l'année. D'accord. Grâce à une levée de fonds, on peut en dire un mot? Oui, alors il y a une levée de fonds qui est en cours, on peut le dire puisque c'est pratiquement fait et on peut communiquer un peu dessus. Moi, c'est une petite levée de fonds aussi, c'est pas des chiffres astronomiques comme ceux de mon camarade Alexandre, mais on est aux alentours de 300 000 euros. Et ça va nous permettre de nous développer, sachant que jusqu'à présent, je travaillais pratiquement seul et que c'était vraiment à l'origine un blog indépendant. Mais avec tout de même 1 million de visiteurs uniques par mois. À peu près, c'est ça. D'accord. Donc félicitations à vous trois et merci d'être là pour cette conférence. Et tout d'abord, peut-être peut-on parler des nouveaux modes de consommation de l'information, parce que vous, Eric, vous représentez donc ce monde des blogueurs qui est apparu, finalement vous avez été un des pionniers en 2005, et aujourd'hui on a une myriade de blogs. Comment vous voyez évoluer ce monde des blogs? Est-ce que finalement on va continuer à avoir des personnalités qui vont émerger grâce à ces blogs, ou finalement est-ce qu'on est arrivé à un niveau de maturité et que les blogueurs comme vous vont devoir faire évoluer leur modèle vers un modèle de médias plus classique? Aujourd'hui, je pense qu'on peut toujours avoir des personnalités qui émergent sur Internet, que ce soit des gens qui ont une expertise dans un domaine et qui savent s'exprimer, qui savent prendre la parole sur Internet. Donc ça, je pense que ça ne changera pas tellement. Ce qui va être difficile, c'est d'obtenir de la visibilité. Nous, on a eu la chance, enfin moi j'ai eu la chance, quand je dis nous, je m'inclus dans un certain nombre de blogueurs qui ont commencé à peu près à la même époque, c'est-à-dire au milieu des années 2000. On a eu la chance d'être parmi les premiers. Donc effectivement, je crois que Presse Citron devait être, sinon le premier, un des premiers blogs à parler de nouvelles technologies, de l'actualité du web, etc. Donc il y a eu plusieurs thématiques comme ça qui se sont développées. Et cette prime au premier arrivant, on en bénéficie toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de blogs qui se sont créés, des blogs sur les mêmes thématiques, qu'on peut considérer comme des concurrents, qui sont de talent, mais ils n'arrivent pas à émerger autant, sauf à mettre rapidement une équipe en place. Et là, on n'est plus dans un blog d'une personne indépendante, et avec des visées immédiatement marketing, business, etc., développer des systèmes de contenu, comme l'a fait un petit peu Alexandre, une vraie plateforme. Mais aujourd'hui, la place je ne suis pas sûr qu'il y ait de la place pour aujourd'hui développer un business à partir d'un blog, si ce n'est sur des thématiques très précises qui ne seraient pas encore vraiment adressées et qui auraient un lectorat potentiel important, mais aujourd'hui, j'ai du mal à l'identifier. Alors, vous avez donné ce mot qui est, je crois, votre conviction à tous, la plateforme. La plateforme média. Donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui un média du 21e siècle? Cette plateforme de contenu, qu'est-ce qu'elle peut être? Ce qui est important, en fait, c'est, je pense que c'est ce qui a fait un des piliers du succès actuel de Melty, qu'on est en train de développer. C'est, pour moi, il ne faut pas réagir en média web ou en plateforme. Avec Melty, on a choisi de retravailler en fait, sur le concept du média. On s'est dit, on doit plus être sur une marque média et sur une plateforme de destination. C'est-à-dire pour nous, on ne doit plus dire aux gens, viens sur Melty parce que c'est cool et que c'est tendance et que c'est un truc pour les jeunes. C'est d'ailleurs ce que Skyrock faisait à l'époque, et du coup, c'est pour ça que c'est toujours totalement démodé. Et donc, on s'est dit, nous, on va inverser la tendance, on va se dire, qu'est-ce que c'est au fond un média? Un média, c'est quelque chose qui propose du contenu. Et l'idée, ça va être de dire, on va apporter sur ce contenu un label, pour le coup, qui a la garantie du média et des valeurs. Et donc, on ne parle plus de plateforme média ou de marque média. Notre idée, c'est de dire, on est un label sur du contenu. Les gens cherchent ce contenu, quelle que soit la plateforme. Donc ça peut être via le site web, ça peut être via les applications mobiles, ça peut être via les sites et les réseaux sociaux qu'on considère en fait comme des prolongements et des plateformes séparées, un petit peu comme si c'était les nôtres. Et l'idée, c'est justement qu'on puisse ensuite accéder à ce contenu avec ce label Melty qui garantit qu'on va consommer ce contenu de telle manière et que ce contenu sera conforme aux attentes de nos lecteurs. Mais je crois qu'il faut commencer justement à changer totalement la donne et arrêter de se dire finalement, on parle pour les mecs qui connaissent la marque et ou pour les mecs qui nous lisent déjà. Nous, notre travail, c'est surtout de parler pour ceux qui ne nous lisent pas encore, et puis bien entendu de rassurer ceux qui nous connaissent en leur disant choisis plutôt la manière dont on va parler de tel sujet que la manière dont des concurrents pourraient parler de ce sujet, parce que tu sais que c'est Melty, tu sais que ça a telle valeur. Mais c'est notre travail en soi. Nous, ce qu'on essaye de faire chez M6 Web, c'est un peu de marier le meilleur des deux mondes. À la fois cette
tout ce que tu décrivais sur la nécessité, par exemple, de l'historique. On le voit bien, on a des sites pure player, notre site clubic.com qui fait 4,5 millions ou 5 millions de visiteurs uniques chaque mois sur la high-tech. C'est un site qui a été créé d'ailleurs par quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Jerry, un des fondateurs de la cuisine du web, Jerry Hart. C'est un site qui vit aussi beaucoup grâce à l'historique, l'ancienneté qu'il a, bien sûr la qualité éditoriale, et puis aujourd'hui sa marque. Mais c'est bien l'ensemble des trois facteurs qui fait qu'on performe bien. Je pourrais même en rajouter un qui est la qualité technique du site. Si vous avez un site qui reçoit 5 millions de visiteurs uniques chaque mois, et qui bagote un peu parce que le délai d'affichage de la page est de quelques dixièmes de secondes trop long, eh ben vos visiteurs ils s'en vont. Et donc on essaie vraiment de travailler sur l'ensemble des facteurs. Et on a appris d'ailleurs dans l'historique de M6 sur le web, on a appris que simplement mettre des belles marques sur le web ne suffisait pas à faire l'audience. Enfin, on l'a appris un peu à nos dépens au départ, dans les début des années 2000, où on posait les marques de nos antennes, les plus belles marques d'M6, des programmes sur le web, et on se demandait pourquoi ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce qu'on n'avait pas compris, et on l'a compris vers 2006-2007, que Google quand même est un lecteur très particulier et que écrire, en tout cas faire que dans Google on vous retrouve, c'est aussi important que d'avoir du contenu magnifique et des marques superbes qui rassurent le client, le consommateur ou l'internaute, mais ne le font pas forcément venir quand il est en train de rechercher son information. Et on le voit très bien aujourd'hui, par exemple sur les recettes, on a beaucoup d'émissions de cuisine. Je dirais, nous aujourd'hui, on fait beaucoup d'efforts pour que quand on cherche une recette, on tombe autant sur la recette dans Top Chef que sur la recette dans Marmiton. Et c'est difficile, parce que Marmiton a un historique peut-être pas une aussi belle marque que Top Chef, mais en tout cas, il y a un historique de recherche qui est beaucoup, beaucoup plus fort que nous. Alexandre Malch sur Google. Marmiton, c'est un site au féminin, une fille qui s'appelle Marie-Laure Sauty-Chalon, qui est absolument géniale. Mais pour en revenir, ce que tu dis est très vrai, mais il faut faire attention, moi je pense à l'amalgame de Google. Parce que tu vois, il y a plein de gens qui pensent que Melty, on a des technos de référencement de dingue, qu'on est DJ et tout ça. Et en fait, c'est totalement faux. En fait, on ne fait rien à part faire juste du contenu. Et plus le temps passe, plus je me bats avec mes équipes pour leur dire mais arrêtez de taper des feintes, arrêtez d'essayer de croire que Google c'est un programme. Considérez Google, c'est pas un lecteur particulier, mais bien un lecteur comme les autres. Et en fait, si on regarde ce que Google veut, c'est la même chose que le lecteur. Il veut juste le meilleur contenu possible, le contenu le plus exclusif, le contenu mis en ligne le plus rapidement possible, et le contenu le plus richement documenté possible, que ce soit via des liens vers d'autres plateformes, ou que ce soit via des médias, ça peut être des photos, des images, et ainsi de suite. Et il veut le trouver facilement, ce que tu as dit il y a 2 secondes, il veut le trouver rapidement, et il veut globalement que la charte et le graphisme du site soient suffisamment simples et clairs pour qu'on puisse accéder directement à ce que le lecteur veut, c'est-à-dire, encore une fois, le contenu, et il veut que l'ensemble ne soit pas noyé sur les publicités, ce que notre lecteur veut aussi. Et en fait, au début, je pense que Google, c'était vraiment un robot dans le sens... Enfin, ça pouvait vraiment s'appréhender à un robot et on pouvait le travailler avec des lignes de code comme on travaillerait un autre programme. Mais plus le temps passe, plus c'est compliqué, plus c'est travaillé et plus il se comporte littéralement vraiment comme un lecteur. Moi, si j'ai un micro-conseil que je peux me permettre de suggérer aux gens qui veulent justement augmenter le trafic de leur site, c'est faites l'inverse. Arrêtez de rajouter des couches, arrêtez d'optimiser, arrêtez de taffer là-dessus. Faites le truc le plus simple possible pour votre lecteur, et en fait, globalement, ce sera le plus simple possible pour Google, et normalement, il devrait kiffer, en gros. Éric Dupin, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui et non, je suis d'accord sur le fait que il est incontestable que la qualité sur Google finit toujours par payer, parce que je suis d'accord avec le fait aussi que c'est un lecteur comme les autres. Ça a beaucoup évolué ces derniers temps. On a quand même quelques contre-exemples de sites qui sont bien référencés alors qu'ils ont un contenu qu'on ne pourrait pas considérer comme pertinent pour Google, avec des contenus qui sont courts, qui ne sont pas forcément passionnants, mais parce que derrière, il y a eu une grosse technique, un gros travail de SEO, donc qui compense en fait la pauvreté des contenus. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, on parle de Google, mais évidemment, on n'oublie pas les réseaux sociaux. Et là, on est un petit peu dans une démarche un peu différente, parce que autant Google, effectivement, il faut apporter du contenu, de la pertinence, de la profondeur, etc. Autant quand on est sur Facebook, des sites qui fonctionnent bien grâce à une diffusion virale importante sur les réseaux sociaux, on est beaucoup moins dans le contenu pensé et profond, on est plutôt dans l'émotion, dans l'émotionnel, et ça c'est ce qui fonctionne plus sur Facebook. Et parfois c'est un petit peu frustrant de se dire que on travaille sur la qualité des contenus, on essaye dans la mesure du possible d'écrire des articles qui tiennent la route, qui soient documentés, qui soient vérifiés, qui soient
argumenté, bien construit. Ça prend du temps. Et puis on s'aperçoit finalement qu'une photo de LOLCAT sur Facebook, alors que nous on a fait 500 ou 200 likes, fait 50 000 likes. C'est une remise en question quotidienne en se disant mais est-ce qu'on est vraiment dans le bon créneau? Parce qu'il y en a qui semblent avoir bien compris comment on fait du trafic avec Facebook. Nous aussi on l'a compris mais on ne le fait pas. Alors ça, c'est un peu l'angoisse des médias, qu'on retrouve beaucoup, notamment dans les médias traditionnels. Est-ce qu'on a encore une production qui est intéressante? Est-ce qu'on continue de faire des dossiers qui sont approfondis, qui nécessitent des enquêtes longues, alors que peut-être ils ne vont que concerner qu'un petit nombre de lecteurs? Ou est-ce qu'effectivement, on fait du lolcat massive et dans ce cas-là, on décroche l'intabale de l'audience? Comment vous arbitrez ce débat, Alexandre? Je vais passer pour quelqu'un de très chiant et je m'en excuse, mais je ne suis pas d'accord non plus. Comme vous le savez, Melty, on baigne dans les stats, c'est même de notre grande force. Et en fait, on s'est rendu compte, presque à l'opposé, qu'on a Meltybuzz, qui est un site de buzz, par définition, qui fait beaucoup de lolcat. Puis on a d'autres sites qui font des contenus plus sérieux, on va dire. Et en fait, concrètement, on est en train de le travailler. Alors, pour l'instant, on parle de 14% d'efficacité en plus. C'est tout neuf. C'est Multimetrics, notre boîte d'analyse, qui travaille dessus. Donc 14%. C'est le trafic généré en plus par des contenus avec une vraie richesse éditoriale étant soit une exclusivité, soit une information dont on est les premiers à la porter sur le territoire, soit une information qui a un angle éditorial original, que ce soit par rapport au décryptage de l'information ou que ce soit par rapport à l'angle émotionnel utilisé. Et je parle de ça sur l'ensemble des articles de l'ensemble de Melty, c'est-à-dire entre 300 et 500 articles par jour, et sur quasiment l'ensemble des domaines, parce qu'entre Meltystyle, Meltyfashion, Meltybuzz, Meltycampus et tous les autres, on couvre à peu près tout. Donc on peut faire effectivement pas mal de trafic avec juste une petite image et un petit lolcat, c'est même le travail d'un de nos sites, globalement, mais on a par exemple un rendez-vous éditorial. Ce rendez-vous éditorial, ça s'appelle Le Grand Reportage. C'est 3 articles en fait, qui sont diffusés, je crois, mardi, jeudi et samedi. Ces articles sont des articles de fond sur le terrain, avec des reportages vidéo qui vont parler de problématiques concrètes ou de sujets qui intéressent les jeunes, qui sont fondamentalement taffés. Et en fait, ces articles font bien plus de stats qu'une simple image de lolcat et sont d'ailleurs finalement plus rentables parce qu'on passe plus de temps, mais ça plaît à nos annonceurs, ça plaît à nos lecteurs et ça génère beaucoup plus de fans et de transformations derrière. Je rappelle aussi que le trafic n'est pas tout. C'est génial d'avoir plein de likes sur une image de lolcat, mais c'est encore mieux d'avoir des mecs qui s'abonnent, qui sont fans, qui suscitent du débat, qui discutent et surtout qui se disent ce site est cool. Alors effectivement, l'engagement, c'est un peu la problématique. Comment on qualifie pour ces annonceurs, comment on dresse effectivement le portrait de son internaute ou son téléspectateur et comment on l'amène à s'engager encore plus dans les programmes et auprès de la marque. Valérie Gerfaud, vous avez mené des travaux, 1 an d'expérience notamment sur la social TV qui commence à donner des fruits. Oui, juste avant de répondre sur cette question, je voudrais juste rappeler que la discussion qu'on avait là, elle était très, on va dire, web-centrique, PC-centrique, et qu'un des grands enjeux qu'on a tous à adresser, c'est les nouvelles plateformes, et donc à commencer par le mobile, les tablettes, ça pose les applications, et donc ça pose des problèmes un peu différents en matière justement de recherche, etc. Et puis pour le cas d'un groupe comme M6, où on a une large partie de nos activités qui est liée quand même à la vidéo et à la diffusion des vidéos de nos antennes sur l'ensemble des supports. On a une plateforme qui est très particulière, qui est l'IPTV, donc qui est la plateforme des décodeurs fournis par les opérateurs, sur lequel, là, il y a tout un travail aussi autour de l'ergonomie, de la marque, et de redonner une expérience utilisateur. Et l'expérience utilisateur, je dirais, elle est primordiale sur tablette, mobile et IPTV. Pour boucler l'enjeu, en tout cas, en termes d'attraction des internautes et des utilisateurs. Pour répondre à votre question, oui, effectivement, l'engagement, c'est ce à quoi on travaille énormément. On travaille, dans notre cas, à 2 niveaux. En fait, on travaille bien sûr sur l'engagement vis-à-vis de nos sites, mais surtout l'engagement vis-à-vis de nos programmes, puisqu'on a une spécificité chez M6 Web, c'est qu'on a à la fois une activité de pure player, un peu comparable à celle de mes 2 collègues, mais aussi une activité qui est très liée à l'antenne, qui est d'essayer d'accompagner et de développer le succès de nos programmes télé via toutes les actions qu'on a sur le web. Et effectivement, le second écran, de ce point de vue-là, il correspond vraiment à cette dynamique, c'est-à-dire que de la même manière qu'en 2007, on s'est dit, c'est quand même, on a le choix entre mettre des freins pour empêcher les gens de consommer la télévision en rattrapage, et puis on bloque tout, et puis on verra si le piratage arrive à décoller,
où on a le choix de l'accompagner avec des services de qualité, avec une offre, une proposition de l'ensemble des contenus de la chaîne sur le digital. C'est ce qu'on a fait, Capillo Marché. Sur le second écran, c'était pareil. On avait le choix de dire on s'en occupe pas, on laisse faire Twitter, puis demain Facebook, parce que si vous lisez la presse, vous verrez que Facebook est en train de revenir en force sur le second écran en disant qu'il ne peut pas laisser le terrain de jeu à Twitter. Nous, on pense que le terrain de jeu du second écran, il est extrêmement important que les chaînes soient présentes sur ce sujet-là, non pas simplement parce qu'elles veulent casser les pieds à Twitter, mais parce qu'on est quand même les seuls à être capables, en tout cas parmi les seuls, à être capables de proposer sur le second écran, donc sur le téléphone mobile ou sur la tablette pendant que je regarde mon émission, un contenu vraiment, on va dire, différenciant, innovant, parce qu'il se trouve qu'on a une capacité que peu d'autres ont vu, c'est qu'on a vu les émissions avant. Donc en général, on sait, comme on a vu les émissions avant, on sait à peu près ce qui va se passer dans les émissions différentes, en tout cas, et donc on peut enrichir le contenu et proposer vraiment aux téléspectateurs une expérience de consommation de la télé enrichie. Alors depuis un an, on fait ça, on a plus de 500 émissions qui ont été enrichies. Pour être, on va dire, très clair, aujourd'hui, les chiffres restent relativement confidentiels. Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Twitter autour de la télé, tout le monde se gargarise des magnifiques chiffres d'envoi de tweets autour d'un programme. Mais prenez un programme comme Top Chef, par exemple, qui a dû faire 4 millions ou 5 millions de téléspectateurs en moyenne pendant 2 heures. Il y a eu, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a eu 200 000 tweets envoyés. 200 000 tweets envoyés. Les tweetos qui les ont envoyés, il y en a 10 fois moins, donc ça veut dire 20 000 tweetos qui ont été actifs autour de Top Chef, pour l'émission de Top Chef. Donc 20 000, c'est beaucoup, mais 20 000 par rapport à 5 millions, c'est petit. Ceci étant, voilà, nous, on travaille à l'accompagnement de ça, le développement de ça, de même qu'aujourd'hui, la catch-up, c'est quelques pourcents de la consommation de télé qui se fait en catch-up. Demain, on pense que ces quelques pourcents vont devenir 5, 10, 15, 20%, et qu'en étant très fort sur la catch-up, comme on l'est aujourd'hui, on aura la capacité à accompagner les usages des téléspectateurs sur ces nouveaux supports, ces nouvelles manières de consommer, et donc de façon générale, on enrichira la proposition d'un groupe comme M6 vis-à-vis des téléspectateurs. Alexandre Malch, votre vision sur l'engagement des lecteurs? Moi, je trouve que c'est super cool, et au passage, notamment, M6 Replay est un des sites vraiment, en tout cas en avance d'un point de vue technologique et utilisateur. Je m'en sers beaucoup, au passage. J'apprécie. C'est un site qui est fabriqué à Lyon, pour ceux qui ne le savent pas. Les ingénieurs qui développent M6 Replay sont tous basés à Lyon. Et d'ailleurs, ils font des conférences dans le monde entier parce qu'ils ne sont pas mauvais. Je ne connais pas l'historique, mais je crois que ça a été un des premiers sites de ce type à utiliser ce style de techno, de manière aussi bluffante. Pardon. Oui, moi, ce qui je trouve intéressant, c'est l'engagement, c'est une bonne chose. Je pense qu'il est important, c'est de le rappeler, mais tout le monde le sait, que ce qui compte dans la réalité réelle, c'est pas le trafic, mais les gens qui lisent le site dans la vraie vie. Ce qui fait la force de Melty, c'est que parmi nos lecteurs, en fait, on en a une très très grosse quantité, justement grâce au ciblage et au travail de nos rédacteurs en chef, qui sont des jeunes. Et du coup, forcément, si on met de la publicité qui s'adresse auprès de jeunes sur un site qui est lu par des vrais jeunes, forcément, ça fonctionne mieux d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur des taux de clics, des taux d'engagement ou des taux d'achat. Enfin, le ROI final de la campagne est meilleur. Maintenant, nous, un truc qui nous plaît beaucoup aujourd'hui et qui marche très bien en termes d'engagement, et qui finalement est assez complémentaire avec la strate mise en place sur M6, c'est la création de programmes, en fait, qui sont des programmes qui servent aux marques. Ce qu'on appelle du native advertising. Native advertising. Donc on a lancé, et je viens d'avoir les bilans, un programme qui s'appelle Surf House, saison 2. Ce programme a été fait en partenariat avec Quicksilver et vendu à nos amis d'Orange, Soch. Et c'est intéressant de voir en fait le retour en termes de stats, puisque ça cartonne. Alors l'idée, pour rappeler, c'est que c'est un programme vidéo très court, on n'a qu'à dire une sorte de ch'ti pour le web. Au lieu d'avoir l'idée, c'est de dire en fait on suit la vie pendant une semaine de surfeurs qui alternent une vie de jeunes trop cool où ils font des soirées, ils font la fête et tout, puis ensuite comme c'est des super surfeurs et donc des super héros, ils font des entraînements et des trucs qu'on sera tous incapables de faire ici. Bref, et ça cartonne, et c'est intéressant parce que c'est des nouveaux formats justement qui sont hybrides, c'est-à-dire que c'est un mélange entre de la publicité, puisque le but de ce format c'est quand même de créer des valeurs et de transférer ces valeurs sur une marque, la marque qui accompagne le format. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est également un format qui est fortement perçu comme du contenu et qui est accompagné de toute une plateforme. Donc c'est pas juste des vidéos, c'est-à-dire que c'est une vraie plateforme. Vous avez un Twitter dédié, il y a un Twitter, il y a une page Facebook, il y a le site internet, il y a des concours, il y a la viralisation, il y a du contenu d'accompagnement. C'est diffusé sur Melty, mais ça peut être diffusé également sur les espaces du partenaire qui peut s'en servir justement pour générer de l'interaction et de la discussion et de l'engagement auprès de sa propre
communauté, et puis c'est également diffusé sur des sites partenaires. Et on a eu les stats, et c'est amusant parce qu'au même moment, pour le même annonceur, Soch, on avait 2 types de campagnes qui tournaient sur Melty. On avait une première campagne qui était une campagne justement de native advertising autour de Surfhouse, et une deuxième campagne qui était une campagne traditionnelle, cette fois-ci autour des forfaits simplement. Et sur la campagne du forfait, ça a été les impressions, on a diffusé plusieurs millions d'impressions, 3 millions et quelques, si je ne dis pas de bêtises, avec un taux d'engagement qui devait être aux alentours de, je ne vais pas donner les chiffres d'ailleurs au passage, mais donc qui était très intéressant. Et la même campagne de native advertising, en fait on a diffusé 12 millions d'affichages, donc beaucoup plus, et paradoxalement, le taux de clic était de 2 tiers plus élevé que le taux de clic de la campagne traditionnelle, avec beaucoup plus de volume. Et derrière, l'engagement, c'est-à-dire le taux de clic était meilleur, mais l'engagement était très important, que ce soit dans la consommation des contenus, que ce soit dans l'interaction sur les réseaux sociaux bien sûr, et que ce soit dans la perception de retour de valeur qui ont été apportés à la marque. Donc on développe de plus en plus ces formats, et c'est intéressant parce qu'avec ce format-là, on arrive à être dans un format publicitaire, ça ramène des sous, hein, c'est le but du jeu. On est dans un format publicitaire, mais qui crée de l'engagement auprès de nos lecteurs, et qui du coup n'est pas perçu comme de la pub, mais perçu comme du contenu. Et on a enfin une sorte d'équation relativement win-win pour tout le monde. Je pense que de plus en plus, on va s'orienter vers ce genre de format, c'est pour ça qu'on a développé Meltyprod, entre autres, sur Melty. Et on voit que ces formats, d'ailleurs, cartonnent, bien entendu, aux États-Unis ou sur les autres plateformes du même style. Alors c'était votre conviction aussi, Éric Dupin, parce que donc Presse Citron actuellement dégage 70%, je crois, de ses revenus de la publicité. Alors quelles que soient les formes de publicité, du brand content, du public rédactionnel, du display, et effectivement du native advertising. Et alors vous me disiez que c'est un produit pour lequel vous avez effectivement de grands espoirs. Vous pensez dans le potentiel que le potentiel est important. Par contre, c'est compliqué à commercialiser. Ça prend plus de temps à commercialiser, ou c'est une autre forme de commercialisation? Oui, parce que nous, on est une petite structure qui n'a rien à voir avec les machines de guerre de nos amis, mais du coup, on travaille un petit peu dossier après dossier, et on essaye de contacter des annonceurs. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, c'est eux qui nous contactent et qui veulent travailler, qui veulent nous accompagner sur une rubrique, sur une série thématique qu'on va lancer, par exemple, sur les outils de productivité pour les personnes qui travaillent sur Internet. Et à ce moment-là, on a un annonceur qui nous rejoint, qui nous dit, voilà, nous, on aimerait bien vous accompagner sur cette rubrique. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Donc ça, c'est le cas de figure aujourd'hui le plus courant. Native advertising, c'est un terme, en fait, aujourd'hui, qui est un petit peu tendance, mais ça date pas d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelait avant les posts sponsorisés ou dans la presse traditionnelle, le public rédactionnel, à quelques nuances près. Moi, je suis désolé de couper, mais surtout pas, attention, alerte rouge, surtout pas, excusez-moi, désolé, mais le post sponsorisé, c'est un post qui est payé par une marque qui va parler du sujet que la marque veut dont on parle. Enfin, normalement, on n'en fait pas sur Melty. Ça s'appelle des publics rédactionnels si on prend le truc de l'époque. Hein. Et le post sponsorisé, c'est genre, je sais pas, la marque de bouteille, je sais pas ce que c'est que cette marque d'ailleurs, très sympa, Nestlé, voilà. Nestlé qui débarque et qui dit, je fais une nouvelle bouteille, dit que cette bouteille, elle est cool, globalement. Native advertising, qui a absolument strictement rien à voir, c'est du texte ou un programme ou quoi que ce soit. Le but du jeu, c'est de créer quelque chose qui va avoir des valeurs, et ces valeurs vont être retransférées sur une marque. C'est pas du sponsoring, c'est pas du brand content, parce que c'est pas du contenu de marque même, et c'est sûrement pas un biais sponsorisé. Pour bien expliquer le concept de base, imaginons par exemple qu'on prenne James Bond, qu'on adore tous ici. Vous avez James Bond, il a une bagnole là, et c'est quoi sa bagnole déjà? C'est Aston Martin, je suis nul en voiture. Bon, ouais. Il faut imaginer qu'en fait le native advertising, c'est Aston Martin qui a créé James Bond, le même James Bond qu'on a aujourd'hui, mais sauf qu'au lieu d'avoir été créé par James Bond et d'avoir placé une marque dedans, c'est la marque elle-même qui l'a créé parce qu'elle s'est dit ces valeurs sont cool et que du coup ça regira sur ma propre marque. C'est exactement ça le concept. Pardon, excuse-moi. Ouais. Oui, enfin j'entends l'objection, mais là je pense qu'on joue un peu sur les mots. Je pense que les vieux cons vont se rebeller contre... Donc en fait, moi je reviens à ce que je disais, et donc c'est vrai que le billet sponsorisé, on en fait depuis longtemps, ou native advertising. Et aujourd'hui, on développe ça, effectivement. Alors là où je te rejoins, c'est qu'on essaie plus d'aller sur un univers, sur des rubriques. Alors on n'est pas aussi évolué, mais on travaille par exemple avec une petite série vidéo qui est aujourd'hui sponsorisée par Orange. Donc effectivement, sur laquelle on a beaucoup travaillé avec Orange sur le fait que cette série cadre avec l'univers Orange. Donc sur un certain nombre de thématiques qui sont aujourd'hui d'actualité, comme les objets connectés, la consommation collaborative, etc. Donc là, effectivement, on crée un univers qui correspond à une marque.
Après, sur l'engagement, alors là, on a parlé d'engagement qui est plus un engagement, je dirais, publicitaire. Moi, je pense aussi, enfin, quand j'entends engagement, j'entends l'engagement des lecteurs et la façon dont ceux-ci interagissent avec le média, enfin, les lecteurs ou les téléspectateurs ou les auditeurs, peu importe, et la façon dont ils interagissent. Et aujourd'hui, effectivement, nous, on a à prendre en compte, et c'est pour ça que je l'ai mentionné tout à l'heure, les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, ça se passe beaucoup là, ici, et c'est d'ailleurs les mesures de taux d'engagement, elles ont été un peu inventées par les réseaux sociaux comme Facebook. Et c'est là vraiment qu'on mesure la façon dont on interagit. Nous, avant, le taux d'engagement sur un blog, enfin, moi, je n'avais pas de mesure pour le calculer. Simplement, on disait, tiens, cet article a marché, parce que non seulement il a été pas mal lu, mais surtout, il a généré 200 commentaires. Donc, il a généré une vraie discussion, un vrai fil de discussion, un corpus, et dans lequel les commentaires apportent une vraie pertinence par rapport à l'article. À tel point que moi, il m'arrive de temps en temps, on va développer quelque chose dans ce sens-là qui va faire en fait que les meilleurs commentaires remontent au niveau de l'article parce qu'ils doivent intégrer le corps de l'article et le corps éditorial. Voilà, nous c'est un peu comme ça qu'on voit l'engagement chez Presse Citron. Mais juste pour j'irai au-delà des termes, parce qu'effectivement je suis assez d'accord que Native Advertising est un nouveau nom pour des trucs qui à mon avis existaient déjà depuis assez longtemps. La seule chose qui se passe, c'est qu'on essaye de faire des choses plus innovantes, et aussi, à mon avis, plus claires pour l'internaute. Je pense que ce qui est important, c'est effectivement, c'est pas essayer de faire croire qu'il n'y a pas la marque. Nous, on a une expérience assez, on va dire, enrichissante, vraiment sur un nouveau type de consommation qui sont les chaînes YouTube, puisque vous avez évoqué au départ la question des nouveaux médias. Je pense que dans les trucs qui sont en train d'émerger quand même assez fortement, il y a toutes ces nouvelles chaînes YouTube qui d'une certaine manière apportent une nouvelle manière de proposer des contenus vidéo. Et on a un site qui s'appelle Golden Moustache, dans lequel clairement on fait du brand content, donc c'est une autre forme de native advertising. Clairement, la meilleure vidéo, enfin c'est l'une des vidéos les plus vues sur Golden Moustache, c'est une vidéo qu'on a faite avec Orangina, qui raconte des personnages qui sont envoyés dans le web, je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu, et qui se battent contre Twitter, etc. Et donc il y a Orangina qui vient les sauver. Bon, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que c'est Orangina, mais la vidéo a fait un carton, elle a été vue plusieurs millions de fois, et effectivement, aucun internaute ne s'est plaint de cette vidéo, il l'a trouvée géniale, les commentaires sont tous canons, la marque est ravie, elle va peut-être nous en recommander d'autres, etc. On a fait la même chose avec Warner, on a fait la même chose avec un certain nombre d'acteurs. À partir du moment où le contrat de lecture, y compris d'ailleurs là-dessus, est clair vis-à-vis de l'internaute, je dirais, on est dans quelque chose qui va fonctionner, parce qu'à la fois très créatif et à la fois sans ambiguïté dans son contenu et dans son apport à la fois à la marque et au lecteur. Donc moi je crois que c'est ça. Si le native advertising c'est ça, c'est-à-dire une promesse claire à la fois d'innovation, d'intérêt pour le téléspectateur, mais aussi pour la marque, à ce moment-là, et de transparence pour les deux, je crois qu'on aura effectivement, on franchira de nouvelles étapes dans la qualité de nos sites. Mais là, on est quand même sur un point d'évolution majeure dans les médias, c'est-à-dire qu'on consacre des moyens pour innover, pour finalement des produits destinés à des marques. Alors que jusque-là, les médias s'adressaient à des lecteurs et quelque part vendaient des espaces publicitaires de façon annexe. Pas que, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive pour la première fois, enfin pour une des premières fois, après, mais il faut donner l'exemple de Top Chef qui est incroyablement bien fait là-dessus. Mais on arrive, je trouve, pour une première fois à casser en fait justement l'espèce de conflit qu'il y avait, où on disait d'un côté tu as l'éditorial et le lecteur, et d'autre côté tu as la marque et la pub. Et là, on commence à arriver, je trouve, dans des modèles justement où ça apporte du vrai contenu. En même temps, il y a aussi différentes catégories de contenu, et c'est plus facile de faire du native advertising et on va dire du brand content dans du contenu de divertissement, ou y compris d'ailleurs sur Melty, que si on fait le Huffington Post ou la tribune.fr, où la nature des contenus n'est pas tout à fait la même. Mais en tout cas, ça nécessite probablement, pour le faire dans la tribune.fr, et je pense que tu dois avoir plus d'habitude que nous, pour faire rentrer le native advertising sur la tribune.fr, il y a effectivement plus de réflexion à avoir pour que la promesse de la tribune.fr soit conservée tout en proposant quelque chose à un annonceur. Donc je crois que
c'est plus facile à faire dans des environnements divertissement. Nous, on le voit bien, Melty, on a des sites sur les jeux vidéo, c'est plus facile. C'est plus facile à faire sur Top Chef, et ça sera probablement jamais fait ou sur le JT de 1945. Donc après, évidemment, la nature du contenu s'y prête plus ou moins, parce que derrière, il y a une promesse vis-à-vis du lecteur ou du téléspectateur qui est compatible ou pas avec ce type de format. Et pourtant, il y a une tendance qui est forte, c'est la co-création avec le lecteur, notamment sur vos programmes. Tout l'enjeu, c'est de réussir vraiment à pousser l'expérience jusqu'à vraiment intégrer en live la réaction des téléspectateurs dans la construction du programme lui-même. C'est tout l'enjeu, si on veut, on va dire, massifier les usages de second écran qui se développent. Encore une fois, quelques dizaines de milliers de gens qui interagissent sur leur tablette ou sur leur mobile pendant l'émission, ça paraît peu, mais c'est déjà beaucoup. La question, c'est comment on passe à 100 000, 1 million, etc. Et si on regarde les quelques expériences qui ont lieu, d'ailleurs, que ce soit en France, mais aujourd'hui, les expériences qui ont le plus de succès sont à l'étranger. Je pense en particulier à des programmes hollandais. Alors, les Hollandais sont très fans, sont très connectés, naturellement. Mais eux, effectivement, ils arrivent à avoir sur des émissions avec 2 millions de téléspectateurs, 1 million de personnes qui interagissent sur leur tablette et avec l'émission. Et pourquoi ? Parce que, justement, ces 1 million de personnes qui interagissent, ils ont un effet sur ce qu'ils voient à l'écran. Et donc, évidemment, le Graal pour des gens comme nous qui travaillons sur le second écran, c'est d'arriver à réintégrer, à boucler avec le contenu de l'émission. Alors, c'est pas forcément facile, parce que quand l'émission n'est pas en direct, on ne peut pas en boucler. En revanche, pour les émissions en direct, c'est plus facile, et on le fait sur des émissions comme Incroyable Talent, où on exploite toutes les données qu'on récolte sur le second écran pour alimenter l'éditorial, soit de l'émission elle-même, soit de l'émission qui suit Incroyable Talent. Donc c'est vraiment ce boucle-là qui va faire que demain, et c'est pas simplement, pour être très clair, afficher le tweet en bas de l'écran. Ça, tout le monde s'en fout, enfin, c'est sympa, mais ce qui est intéressant, c'est quand l'animateur lit le tweet de machin et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Le type qui a envoyé le tweet ou qui a agi, il va transférer à tous ses copains, regarde, machin, tel animateur sur cette émission m'a cité dans cette émission. C'est ça la vraie boucle, et ça veut dire vraiment la capacité des spectateurs, depuis son second écran, son mobile, sa tablette, ou son PC éventuellement, à interagir, à influencer le programme lui-même. Et si on arrive à faire ça, effectivement, on est absolument certain que les usages vont exploser, et qu'à ce moment-là, on pourra aussi réfléchir à des dispositifs publicitaires, parce que tout ça, il faut le monétiser. Pour l'instant, ce qu'on fait sur le second écran, c'est expérimental, donc on est dans un modèle de traction, comme disaient comme auraient dit nos prédécesseurs à la table ronde sur les VC. On est dans un modèle de traction, mais à un moment, ce modèle de traction, il faut le convertir en proposition aussi pour les annonceurs. Alors, Éric Dupin, justement, vous, dans la relation, dans l'engagement avec l'internaute, c'est un petit peu justement votre fonds de commerce, c'est ce qui a fait le succès de votre blog. Donc, comment vous voulez aller plus loin dans cette relation, si c'est le cas ? Aujourd'hui, j'ai pas la réponse en fait. On se pose plein de questions parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, on a une partie comme je le disais tout à l'heure, notamment des discussions qui a dévié, qui est partie plus sur les réseaux sociaux. Donc, on en tient compte, mais concrètement et clairement, ce sont des gens qui viennent moins sur le site puisque en fait, ils réagissent, ils interagissent sur les réseaux sociaux. Donc, il faut trouver le moyen de tirer parti de cela. De toute façon, c'est un fait, on peut pas aller contre, et donc il faut essayer d'en tirer parti. Donc voilà. On essaye des choses, mais pour l'instant, il n'y a rien de très précis. Après, sur les contenus, je ne sais pas, on est en train de réfléchir à des formules un petit peu différentes, des formules premium, et puis qui permettraient d'avoir un certain nombre d'options payantes d'accès à certains contenus. Et puis, peut-être, pourquoi pas, lancer des contenus qui seraient spécifiques à différents supports, comme par exemple les mobiles, et qui n'existeraient pas sur le site, de façon à récupérer un petit peu de lectorat un petit peu différent, qui est aujourd'hui éparpillé. Alors justement, sur des contenus comme ça qui peuvent exister à la fois sur tous les canaux, mais aussi certains créés uniquement pour un mobile, pour une chaîne YouTube, ça, ce sont des choses comment vous organisez en fait cette production de contenu par rapport au support et à la façon de consommer via ces différents supports, qui peut être assez différente. Et les usages ont tendance à diverger de plus en plus.
D'abord, derrière la question, il y a un point qui est important, c'est le contenu. Moi, je pense que c'est bien qu'autour de la table, on soit tous vraiment des médias, mais des producteurs de contenu avant tout, parce que le média, on pourrait être uniquement des diffuseurs. Et moi, je suis convaincu que, en tout cas, dans la tectonique des plaques du digital, ce qui peut sauver les acteurs, on va dire, locaux, comme nous pour l'instant, même si c'est vraiment le contenu. Parce que, et donc c'est très important qu'on continue à avoir cette créativité éditoriale. Voilà, parce qu'à un moment, Google peut faire beaucoup de choses, ou les grandes plateformes peuvent faire beaucoup de choses, mais voilà, la qualité qu'on aura dans la créativité, ça peut être d'ailleurs du contenu journalistique ou du contenu de divertissement, c'est à mon avis ça qui va faire que durablement, on aura une part significative sur la chaîne de valeur. Donc nous, notre métier aujourd'hui, il consiste effectivement à essayer de trouver... alors il se trouve qu'on balaye assez large sur M6, on va du divertissement jusqu'à la news. On essaie vraiment de définir les contenus qui vont couvrir l'ensemble des supports, y compris d'ailleurs, pour prendre cet exemple-là, ce qui va se passer sur YouTube. Aujourd'hui, l'expérience qu'on a fait avec Golden Moustache, c'est vraiment de se dire, on va pas demander à des gens de télé de créer une chaîne YouTube d'humour. On a pris... un jeune type qui avait cette idée-là, on lui a dit tu vas aller chercher des talents, il a trouvé une petite bande qui s'appelle les Suricates, et ils produisent des vidéos, et ils produisent avec des valeurs de production qui sont des valeurs de production web et pas de télé, parce que si on fait Golden Moustache avec les coûts de production de la télé, ça ne sera pas soutenable, etc. Et donc ça, c'est une expérience. L'autre expérience, c'est les contenus courts versus les contenus longs. Aujourd'hui, on sait très bien que la catch-up, qui est la capacité à regarder donc les émissions en intégralité, la consommation aujourd'hui est tout à fait possible sur PC, IPTV, sur tablette aussi. Sur mobile, c'est plus compliqué de regarder 1 heure ou 1 heure et demie d'émission. Et donc, on voit que la consommation aujourd'hui sur le mobile, elle est plus sur les formats courts. Alors, ça va changer avec la 4G, parce qu'avec la 4G, on pourra accéder, y compris sur son mobile, dans des meilleures qualités de diffusion à des vidéos longues. Mais typiquement, on a, nous, toute une offre de contenu court, extraits de nos programmes, qui sont consommables en snacking, et particulièrement sur les mobiles, parce que c'est plutôt le type de consommation que les utilisateurs mobiles. Voilà. Et donc cette adaptation, à la fois, là je parle de la vidéo, mais je pourrais avoir la même réflexion sur le contenu écrit, puisqu'on est aussi, il y a des gros producteurs. On a un site de bagnole qui s'appelle turbo.fr, donc un site qui porte la marque de l'émission, mais qui est quand même un site pure player. On vient de lancer aujourd'hui une nouvelle application iOS et Android. Bah, évidemment, sur cette application, on n'a pas mis tous les contenus qui étaient sur le site PC. On a une mise en forme et un type de contenu particulier qui est mis en avant sur l'application mobile, qui correspond plutôt au mode de consommation qu'on imagine sur cette application. Donc cette adaptation-là, effectivement, c'est une préoccupation permanente. Alexandre Malch, le défi du mobile. Mais je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Nous faut savoir qu'on a, enfin, en temps réel, en début de journée, aux alentours de 15% des personnes qui nous lisent sur le mobile. En milieu de journée, on atteint entre 30 et 50% de nos lecteurs qui nous lisent sur le mobile. Et ça redescend en soirée à 30-33 en fait. C'est les usages qu'on regarde. Donc on est fortement mobile. Et on s'est rendu compte que tout était en fait un peu exagéré sur le mobile. C'est-à-dire, on parlait justement d'articles à forte valeur ajoutée. Et par exemple, sur le mobile, on fait bien plus de pages que sur le web. Et les articles qui sont intéressants sont finalement plus likés, plus cliqués, plus commentés que sur le web, et ainsi de suite. Parce qu'on a l'impression que la personne s'approprie encore plus l'application et s'approprie encore plus le contenu que si c'est juste un contenu auquel elle accède directement par son ordinateur. Et puis ça vient aussi par le fait que l'application a été téléchargée, donc la personne sait ce qu'elle a téléchargé, généralement est plus ou moins en accord avec les valeurs de la marque, et a plus l'impression d'être chez elle que de farfouiller au hasard Internet et de tomber sur une source comme une autre. Ça, c'est le premier point. Je me permets de donner une stat intéressante, parce qu'on parlait notamment de production vidéo adaptée au web. Et donc nous, on a Multiprod qui crée nos contenus vidéo originaux, et je partage totalement cette vision qui dit que ce qui est important justement pour les acteurs du web aujourd'hui, c'est de créer leur propre contenu, qu'ils soient des contenus texte, des contenus vidéo ou d'autres formes de contenu. Et il faut savoir qu'avec l'alliance Multiplus Watt, on a la chance aujourd'hui d'être la 3e plateforme de diffusion de vidéos en France, ce qui est plutôt cool, cette fois-ci selon nos amis de Médiamétrie. Et on s'est rendu compte que sur les contenus originaux créés, le bon temps, c'était précisément 7 minutes et demie. Parce que si on est, c'est nos analyses actuelles, si on est sous les 7 minutes et demie, en fait, on s'est rendu compte que nos lecteurs avaient l'impression de consommer plutôt des bandes annonces, des trailers, des extraits, on va dire.
et que si on était au-dessus des 7 minutes et demie, il y avait un décrochage qui se faisait. Et notre objectif, c'est surtout que les gens voient l'ensemble de la vidéo, parce que c'est plus intéressant pour eux. Et donc on s'est rendu compte que 7 minutes et demie, c'était un bon ratio, parce qu'on se retrouvait avec un vrai contenu, avec une vraie perception que c'était du vrai contenu, et surtout avec un taux qui fait que alors ça a été testé précisément sur 300 000 personnes qui ont consommé le même programme, et sur les 300 000 personnes qui ont consommé le même programme avec des vidéos de 7 minutes et demie, on arrivait à un taux de regardage qui va en moyenne à 5 minutes, ce qui me semblait un ratio intéressant. Donc, je ne sais pas si ça peut aider des personnes qui veulent se lancer dans la création de vidéos web, mais c'est des stats fraîches. C'est même des mots, en fait, le regardage. Pardon, désolé. Le visionnage, bien sûr. Autant pour moi. Éric Dupin, vous vouliez réagir à cette vision de la vidéo ? Nous, notre programme, on essaie de le faire tenir en 10-12 minutes, donc on est complètement hors jeu. Mais bon, c'est peut-être pas les mêmes contenus non plus. Voilà. Et les mêmes personnes, je précise que nous, on parle bien entendu aux 18-30 et 12-17, donc c'est sur cette cible-là que nos stats s'appliquent de manière certaine. Mais j'entends ça parce qu'en fait, effectivement, on a tendance à raccourcir un petit peu notre programme de façon à le faire tenir en moins de 10 minutes au moins. 7 minutes et demie, on aurait du mal, même si je comprends bien que c'est peut-être un format idéal. Pour nous, ça l'est pas parce qu'on a quand même des choses à voir, à expliquer, à raconter. Donc, et j'ai même l'impression que si on faisait plus court, on donnerait l'impression de ne pas fournir assez de contenu aux gens qui regardent. Donc, je pense que ça dépend aussi de la nature du contenu et de la nature de l'audience. Alors, on a parlé de vidéos, des programmes personnalisés, mais on a peut-être oublié quelque chose. On a parlé de mobile, mais on n'a pas parlé de papier. Comment ça se fait ? Alors, pas tant de joker que ça, parce que l'année dernière, on a lancé une initiative super intéressante qui s'appelait Multicampus Like by Metro. Et en fait, on a distribué tous les 3 mois un trimestriel. Donc, on a distribué, je crois que c'était à 100 000 étudiants de région parisienne, Île-de-France, un supplément papier de métro qui s'appelait Multicampus. Et en fait, on retrouvait des morceaux de Multi en papier. Tous les contenus étaient faits spécifiquement pour le papier. Et alors on n'a pas continué l'expérience pour des raisons de coût de production, mais paradoxalement, on a eu une très très forte demande de nos annonceurs. Alors aujourd'hui, on est en train d'y réfléchir toujours, parce qu'on s'est rendu compte que les mecs venaient nous voir en nous disant c'est génial, parce que ce qu'on fait avec vous sur le web, on peut le refaire sur le papier dans le monde réel, et ça nous intéresse d'arriver à recibler les jeunes avec la même qualité, la même expérience, le même truc que Melty Web, cette fois-ci sur le papier. Alors, il y a les applications mobiles qui se développent énormément et on sait tous que la grande force de l'application mobile, c'est d'être très fort pour faire le fameux drive to store, c'est-à-dire arriver à prendre des gens entre guillemets dans la rue et les convertir plus rapidement en personnes qui vont aller dans les boutiques. Mais le papier avait cette grande force, c'est-à-dire tous les bons de réduction, les machins, les trucs que tu pouvais voir sur le papier, ça fonctionne bien, il y a une vraie demande. Alors je ne peux pas parler au nom de mes collègues, mais je sais que nous aujourd'hui on réfléchit vraiment sérieusement à se dire mais comment on peut faire pour arriver, il faut peut-être retravailler la chaîne, mais comment c'est possible d'arriver à créer un papier rentable parce qu'il y a une demande qui n'est peut-être pas suffisante pour couvrir les coûts, mais il y a une demande. Voilà, c'est ce qu'on fait en ce moment. Éric Dupin, peut-être. Est-ce qu'on peut imaginer à terme que Presse Citron, qui mise actuellement donc, pour développer son univers dans le numérique, puisse un jour proposer un produit papier ? Enfin, moi, je l'ai jamais exclu parce qu'à titre personnel, j'aime bien de temps en temps feuilleter un journal papier ou un magazine, même si je le fais très très peu et de moins en moins. Je pense que pour tout ce qui est news quotidienne, c'est mort. En revanche, pour ce qui est de faire un magazine un petit peu de qualitatif qui sortirait 2-3 fois par an, ça peut éventuellement s'envisager sur un peu une mise en perspective des sujets qu'on a traités de façon plus chaude au cours de l'année. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui peut s'envisager, mais je n'ai absolument pas de réflexion sur le sujet pour le moment. Simplement, dans un coin de ma tête, je me suis dit qu'un jour, ce serait peut-être marrant de tenter l'expérience. Après, effectivement, sur les annonceurs, j'ai encore l'impression que le support papier est considéré comme quelque chose d'un peu plus noble que le web. Et il me semble que la valeur des espaces publicitaires sur le papier, à audience comparable, est encore supérieure à celle de ce qu'on peut trouver sur Internet. C'est un sentiment, je n'en suis pas sûr, hein, peut-être que les chiffres me contrediraient. Mais en l'occurrence, effectivement, on a peut-être la possibilité de trouver des annonceurs et de faire quelque chose de rentable, mais il faut vraiment réfléchir au format et à ce qu'on va faire et à ce qu'on va dire dedans.
Mais en tout cas, dire, voilà, on va sortir un hebdo Presse Citron qui va parler de l'actualité du numérique, ou même un mensuel, j'y crois pas vraiment. Valérie Gerfaud, c'est le doute aussi qui prévaut Alors, sur le papier. d'abord, on n'est pas très spécialiste du papier chez M6, donc je me garderai de faire peut-être un commentaire. Ce que je vois en tout cas des entreprises cousines du groupe, puisque vous savez qu'M6 est une filiale de Bertelsmann qui possède Gunnar Renier, qui est un gros éditeur de magazines, un des plus gros éditeurs de magazines mondiaux. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que la transition papier vers le digital, elle est plus rapide que la transition télé vers le digital. Donc c'est à la fois une difficulté, mais aussi une opportunité d'accélération de ça. Et donc voilà. Et puis la deuxième, c'était une joke, mais qui ne veut pas être très, très gentille pour les gens qui travaillent dans le papier. C'est Jeff Bezos récemment. Alors la citation n'est pas forcément exacte, qui a dit Jeff Bezos, donc le patron d'Amazon, qui pousse quand même beaucoup la digitalisation avec le Kindle, etc., et qui dit non, mais bien sûr, on continuera à lire des livres papier et des journaux dans les 50 prochaines années. D'ailleurs, comme certains aujourd'hui ont des chevaux dans leur jardin, alors qu'ils utilisent une voiture pour aller au travail. Donc, je ne sais pas s'il a raison, mais en tout cas, effectivement, pour positiver ça, je crois que le papier a finalement une chance par rapport à d'autres médias qui sont plus robustes, on va dire, digital, c'est que l'accélération du digital est impérative pour lui. Donc des groupes comme Gunnar Renier ou Axel Springer, si vous regardez des groupes comme ça, qui étaient très impliqués. Axel Springer, ils ont décidé que c'était une boîte familiale. Hein, Axel Springer, ils ont dit, nous, on ne va pas attendre, donc on continue le papier, mais on achète tout de suite Se Loger au féminin, etc. Et on devient une boîte qui est à 50% digitale tout de suite. Et donc je pense que maintenant ils attendent et ils optimisent, on va dire, la transition papier-digital qui est quand même, on va dire, relativement inéluctable. On ne sait pas si c'est à 5, 10, 15 ou 20 ans, mais on sent que ce mouvement-là, il est relativement, on va dire, inéluctable. Ouais. Alors effectivement, enfin, à la Tribune, c'est une conviction effectivement qui est forte. Jean-Christophe Tortora prévoit, lui, la disparition du papier d'ici 2020-2022. Pour lui, ça aura complètement disparu. On a encore aujourd'hui un hebdomadaire papier, mais c'est voilà. C'est précis, hein, 2020-2022. Voilà, exactement. Et une dernière question peut-être pour faciliter la vie des médias. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? On a longtemps accusé le secteur peut-être d'avoir raté le virage du numérique parce qu'il avait beaucoup d'aides de la part de l'État, etc. Et que peut-être ça ne l'a pas incité à se mettre à jour. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, le monde de la presse par rapport à son environnement réglementaire? On est plutôt redevenu à des choses favorables ou au contraire, il y a encore beaucoup de verrous qui subsistent? Rapidement, d'abord, je crois qu'il y a une espèce de schéma de pensée qu'il faut casser, qui est que les médias, en particulier les médias audiovisuels, sont, on va dire, réfractaires à la transition digitale. On se bat, nous y compris vis-à-vis de la Commission européenne, pour expliquer que la télé, c'est pas les vieux médias contre les nouveaux médias, etc. Et donc on fait beaucoup d'efforts pour expliquer tout ce qu'on fait sur le digital. Et honnêtement, vous les utilisez peut-être, mais allez voir les applications mobiles des chaînes de télé. Je parle de celle d'M6, mais ça pourrait être la même pour celle de nos confrères TF1, sont les applications mobiles parmi les plus évoluées au monde en termes de contenu, de fonctionnalités, etc. Donc il faut vraiment avoir en tête que d'abord les médias ne sont pas, on va dire, à la traîne, et les médias télé en particulier à la traîne et le pied sur le frein. Et deuxièmement, je pense que, et là c'est un enjeu européen, il va falloir quand même qu'on se dise que si on veut qu'il y ait des acteurs significatifs sur le digital en Europe, alors soit on arrive à faire émerger des acteurs technologiques, mais pour l'instant, malheureusement, les acteurs technologiques, prenons Criteo, ils sont européens, mais enfin ils sont en train de devenir quand même plus américains qu'européens. Et donc la question, pour moi, c'est autour des contenus, est-ce qu'on arrive à faire émerger des acteurs de contenu européens? Or, toutes les règles, toute la régulation est faite pour fragmenter les médias européens. Déjà au niveau national, mais en plus aussi au niveau international. Donc ça veut dire que, et par ailleurs, pour fragmenter, ça c'est spécifique en France, la chaîne de valeur entre la production et la diffusion. Donc aujourd'hui, nous, par exemple, si on veut maîtriser plus les contenus, on n'a pas tellement de levier parce que quand on a une chaîne de télé, on n'a pas le droit d'avoir plus d'une certaine quantité de production interne, et donc on ne possède pas nos droits.
si on veut posséder plus de droits, on est confronté à des gros problèmes. J'en parle, bien sûr, il y a le nombre de chaînes. Donc aujourd'hui, tout est fait dans la régulation pour multiplier le nombre de chaînes, ce qui ne permet pas de faire émerger des acteurs puissants, que ce soit en France ou en Europe, etc. Et puis par ailleurs, je ferai mon petit laïus sur la Commission européenne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de... Mais honnêtement, aujourd'hui, la Commission européenne considère que c'est bien mieux pour les consommateurs européens de permettre à Apple et à Google et à Facebook de se développer que qu'aider des acteurs européens. Donc tant qu'on aura cet environnement réglementaire, on aura un problème. Alors qu'il y a des choses très simples à faire, qui peuvent être justement éviter par exemple que les chaînes de télé, quand elles vont sur le digital, aient des contraintes plus compliquées que des pure players, parce qu'elles sont une chaîne de télé, etc. etc. Donc je vous renvoie à l'interview de Taverneau, patron d'M6, lundi matin dans le Figaro, hier, qui est très clair sur les 5 points sur lesquels on pourrait vraiment, on va dire, permettre l'émergence d'acteurs puissants sur les contenus qui, pour moi, sont une nécessité absolue si on veut, au niveau français, mais même au niveau européen, arriver à ne pas être complètement dépassé par des vagues, on va dire, entre guillemets, il n'y a pas du tout de... J'ai rien contre les Américains, mais voilà, moi je veux qu'on puisse se défendre à armes égales, et aujourd'hui je considère qu'on ne peut pas se défendre à armes égales. Je ne parle pas de la fiscalité, etc. Il faut rappeler, c'est important parce qu'on ne le sait pas forcément, mais imaginons que TF1 et M6 ou Canal ou autre, mais imaginons que les médias français en fait aient des contenus anglais, ce qui n'est pas ce que je souhaite, mais imaginons que ce soit des contenus anglais, la technologie, la génération, l'âge des médias en fait est aussi bonne, voire des fois plus bonne que les médias et les grosses chaînes américaines et ainsi de suite. Alors on ne s'en rend pas compte parce que comme on est dans notre écosystème, on ne voit pas, il n'y a pas de réelle compétition, mais dans le cas d'une compétition, les médias français, technologiquement, conceptuellement, la génération des médias est bonne. Puis nous sur Melty, si je réponds à la question, parce qu'on n'est pas dans la même catégorie, parce que nous, on n'est pas une chaîne, mais nous, ce qui nous embête le plus, c'est pas tellement toutes les subventions et tout, même si on n'en a pas, mais ce qui nous embête surtout, c'est nos amis de Médiamétrie, parce qu'on est un pure player sur les jeunes, et que Médiamétrie a un problème de panel, on le sait tous, sur les jeunes, et ça remonte à l'histoire de Skyrock, donc autant dire en 14-18. Donc ils ont un problème sur les jeunes et ils le savent, et puis surtout ils ont un problème avec les pure players, ils le savent aussi. Et nous, on se bat parce qu'on se dit, Internet, c'est un truc, il y a des stats qui sont précises, tout est blindé de stats, c'est numérique, donc ça se compte numériquement, et on aimerait, c'est pour ça qu'on soutient énormément l'initiative d'OJD, qui travaille d'ailleurs avec Médiamétrie, et d'autres, et on aimerait qu'on commence enfin à compter vraiment en numérique dans un environnement qui, comme par hasard, est justement numérique. Et je pense que ça pourrait aider, parce que souvent, quand il y a une innovation, que ce soit des applications mobiles, que ce soit la possibilité de diffuser du live, que ce soit des trucs comme ça, on entend souvent que le problème, c'est justement que les outils de mesure ne sont pas prêts, et si les outils de mesure ne sont pas prêts, alors ça compte pas dans les chiffres, et si ça compte pas dans les chiffres, ça permet pas d'être valorisable auprès du marché publicitaire. Et c'est pénible, parce que du coup, ça freine littéralement l'innovation. Théoriquement, on devrait arriver à créer des outils et des formats sur Internet suffisamment précis pour pouvoir compter d'un point de vue binaire et numérique au pixel près ce qui s'y passe, et surtout qu'ils soient des catalyseurs d'innovation et pas des freins, parce qu'on n'est pas capable de mesurer justement cette innovation-là. Voilà. Éric Dupin, vous partagez ? Non, enfin oui, je partage, mais je ne suis pas assez expert dans ces domaines pour pouvoir m'exprimer. Simplement, vous avez mentionné, vous avez utilisé tout à l'heure dans la question le mot subvention, je crois. Il y a certainement encore une différence entre les pure players web et puis la presse écrite traditionnelle, ou même la presse qui s'est numérisée, mais qui vient la presse historique, on va dire, puisque je crois qu'elle a encore une culture de la subvention assez développée, ce qui n'est pas notre cas. Et ça a peut-être évolué ces dernières années, mais on sait très bien que le fonds, je ne sais plus comment il s'appelle, le fonds gouvernemental qui est censé aider la presse écrite, profite très peu aux acteurs du web, et parce que déjà nous on n'a pas les clés, on ne sait pas quelle sonnette il faut tirer, et puis parce que c'est peut-être un petit peu moins dans notre ADN en fait. Très bien, merci messieurs pour ces analyses et ces explications sur les médias. On vous suivra pour les innovations à venir. Merci. Merci.
Merci beaucoup Perrine Créqui, merci à vous trois. Je pense qu'il est grand temps d'aller manger un peu et boire un coup. Rendez-vous ici à 13h30, on aura Léa Véraud qui nous parlera de CSS et de vraiment pour le coup des choses assez bluffantes qu'on peut faire avec. Donc rendez-vous ici ou dans les autres salles 13h30 et ça se passe dans le forum à votre droite en sortant. Merci.